Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de nos invités Baha Ndiaye, Emmanuel Dupuis et Emmanuel Kouzouzoumouami. Et c'est l'heure de notre grand angle. Notre grand angle est consacré à la République démocratique du Congo. Le pays possède un sous-sol riche en matières premières. C'est le premier producteur de cobalt en Afrique, premier producteur au monde de coltan, d'or et de diamants. Pourtant, sa population reste très pauvre, avec un produit intérieur brut estimé à 495 $ par habitant en 2019. Alors, les minerais sont-ils une bénédiction ou une malédiction pour le pays? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Premier producteur de coltan, le Congo-Kinshasa regorge sous son sol de multiples autres minéraux qui suscitent convoitises à la base de l'insécurité à l'est du pays. Des terreurs qui occasionnent des déplacés et plongent l'est du pays dans l'insécurité. À tort ou à raison, d'aucuns pensent que les richesses congolaises sont une malédiction pour les pays. Cette malédiction n'est pas d'application dans certains cas. D'où la question de savoir qu'est-ce qui est au fond de cette relation entre les pays qui disposent des ressources abondantes et le progrès ou le non-progrès économique et social. Il s'est dégagé que la malédiction était plutôt une cause plutôt apparente. Avec tout ce que regorge le sol congolais, le pays ne peut se passer des regards des grandes puissances multinationales. La République démocratique du Congo est donc un terrain de prédilection pour plusieurs intérêts nécessitant un leadership clairvoyant, souligne l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Un leadership de qualité permet effectivement de pouvoir restreindre le champ d'action des lobbyistes, des groupes d'intérêt. Les groupes d'intérêt sont importants parce que c'est ce qu'on appelle le contrepoids. Oui. Mais il faut que le contrepoids aille dans le sens des intérêts généraux. Parce qu'une politique économique n'a qu'un seul objectif, c'est l'amélioration du bien-être de la population. L'or, le diamant, le cuivre, le coltan, 60% des réserves mondiales de cobalt, etc. Et s'il faut ajouter d'autres richesses, notamment une importante flore et faune, sans oublier l'hydrologie la plus importante du continent, le pays a tous les atouts pour consolider son économie. Tout repose ainsi sur la vision des dirigeants, disent les analystes. Emmanuel Dupuis, les observateurs parlent de scandale géologique, est-ce juste? Oui, d'une certaine manière, mais votre reportage le montre bien. La République démocratique du Congo a tout pour nourrir ses 81 millions d'habitants et évidemment répartir ces richesses qui sont phénoménales. Elles sont d'autant plus phénoménales que les pays du voisinage s'y approvisionnent aisément. Le Rwanda. Je pense précisément au Rwanda qui n'avait pas d'exportation, n'était pas exportateur de coltan et elle l'est devenue subitement par le biais des milices qu'elle soutiennent et qui activent évidemment l'instabilité dans cette région, dans l'est particulièrement du pays. Donc oui, scandale géologique, mais aussi scandale de la communauté internationale qui n'a pas fait grand-chose. Alors justement, on va pour se mobiliser. On va y revenir le Premier ministre à ce sujet. Juste une phrase, le Premier ministre évoque le fait que le Congo, la République démocratique du Congo doit s'approprier sa manière de réguler ces richesses phénoménales. Néanmoins, la communauté internationale n'a adopté toute une série de mesures de chartes. On va revenir justement à ce sujet qui ne s'appliqueront qu'en 2021. Vous êtes allé trop vite. Pardon. Emmanuel Kouzouzoumouami, pourquoi le Congolais est-il si pauvre aujourd'hui? Il ne l'est pas aujourd'hui, il l'est depuis longtemps. Depuis au moins des années 70. Du temps du Zaïre jusqu'en 97, une grande partie du Congo à l'époque du Zaïre échappait quasiment au contrôle de Kinshasa pendant longtemps. Dans les années 70-80 par exemple, au sein même de la République, enfin aujourd'hui la République du Congo qui était à l'époque le Zaïre, cohabitaient en gros le franc zaïrois à l'époque, le franc rwandais, le franc burundais et le shilling ougandais. On les voyait sur le territoire du Zaïre à l'époque. Ça veut dire que la déréglementation, on peut dire comme ça, de l'économie de ce pays date des années 70. Bon, bref, aujourd'hui maintenant, nous sommes dans une période qui a du mal à trouver son tempo parce que depuis quasiment 25 ans, depuis
25 ans, je peux dire 20 ans, c'est mieux. Depuis, en gros, depuis début 2000, avec Laurent Désiré Kabila, le père de l'ancien président, qui aujourd'hui est remplacé par l'actuel Félix Tshisekedi, ce président Kabila a essayé de remettre le pays en quelque sorte d'aplomb. La difficulté, c'est que le pays est immense et que le pays venait de loin. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut toujours dire le Rwanda ou l'Ouganda sont des perturbateurs. Non, je dirais que depuis 1997, ces pays ont été des stabilisateurs de ce pays, au moins sur le plan de la sécurité globale. Je dis bien globale. Il se trouve que la région de l'Est du Congo, qui est frontalière avec l'Ouganda et le Rwanda, reste encore soumise à des incursions multiples, des groupes armés, formés d'où, par qui, je ne sais pas, mais je dis simplement que l'instabilité n'est pas d'aujourd'hui, elle est très ancienne. Ce qu'il faudrait, et j'ai entendu ce qu'a dit l'ancien Premier ministre Augustin Ponyo Matata, c'est de dire qu'il faut de la gouvernance respectable et respectée de l'État central. Tant qu'on n'aura pas une gouvernance correcte et solide du côté de Kinshasa, il y aura toujours une stabilité. On va en venir à une phrase qui a été dite dans le reportage. Tout repose ainsi sur la vision des dirigeants. La phrase a été dite. Est-ce qu'on peut parler de gouvernance défaillante dans le secteur minier, Barandiaï? Alors, gouvernance défaillante dans le secteur minier, peut-être, parce qu'en fait, vous savez, chaque pays a son code minier. Le code minier, en fait, régit l'ensemble de les partenaires, des investisseurs qui vont venir. Ils doivent le respecter et l'appliquer. Alors, s'ils ne l'appliquent pas, il y a un problème de bonne gouvernance dans ce cas. Alors, le souci, pour moi, n'est pas là, c'est que la RDC a eu le malheur d'être riche en termes de minerais et d'être riche en termes aussi de sa partie forestière. C'est-à-dire c'est le pays le plus grand, c'est le poumon de l'Afrique aujourd'hui. Oui. Donc on parle des minerais, mais en termes de forêt, d'agriculture, de bois, ils caracolent en tête aujourd'hui. Le problème, c'est que sur la partie Est, effectivement, on a le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, une frontière poireuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça peut permettre à certains pays qui convoitisent en fait leurs ressources de venir se servir. C'est pas évident. La RDC, on le sait bien que dans les années, juste après la guerre des Congo, a subi un embargo. L'embargo pour ne pas se réarmer. Et comment, si on subit cet embargo-là, sachez que les groupes armés, les rébellions dans l'Est, ont eu le temps de s'armer, de déstabiliser le pays. Et comment les rébellions se financent, vous le savez bien, c'est en profitant des ressources du pays, d'une part. Aussi. Et pendant qu'il y a la guerre, le peuple n'est pas éduqué. Pendant qu'il y a la guerre, il y a un manque d'autosuffisance alimentaire. Pendant qu'il y a la guerre... Là, on s'éloigne beaucoup. On a beaucoup parlé des faits extérieurs, des pays voisins, etc. Mais désolé, mais ils contribuent à l'instabilité du pays. Je suis d'accord, mais dans le pays même, là, on va se recentrer. Dans le pays même, il y a eu 2 codes miniers. En 2002, il y a un code minier qui a été placé. En 2018, ensuite, on est passé à un autre code minier. Est-ce que c'est pas un problème de stratégie, Emmanuel Dupuis? C'est un problème de territorialisation. Il ne faut pas oublier que la plupart des grands leaders politiques du pays qui ont fait la gouvernance dans la précédente équipe et dans l'actuelle équipe viennent de l'Est du Congo. Le président Félix Tshisekedi vient du Kasaï central. L'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba vient de la province de l'Équateur. Moïse Katumbi est du Katanga. Vital Kamerhe est du Sud Kivu. Donc chacun, d'une certaine façon, a son mot à dire et sa façon de percevoir le bon leadership. Exactement. Chacun a ses acteurs locaux qu'il estime être plus légitimes ou plus en capacité de protéger cette frontière. L'ONU quand même précise que depuis 1996, il y a eu 5 millions de victimes dans la région. Donc c'est évidemment une région stabilisée. L'ONU le précise, mais ne fait rien. La MONUSCO était là pour gérer cette problématique. Bien sûr. Et gérer le réarmement des rebelles. Et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? La guerre continue, le pays est toujours instable. Et ça coûte très très cher. Hein. Exactement. La MONUC et la MONUSCO, 20 ans d'existence, c'est 1,7 milliard d'euros. On s'éloigne un peu du sujet. À qui appartient ces minerais, cobalt, coltan, etc. À qui appartient-il, Emmanuel Kouzidman? Pendant longtemps, ils étaient gérés par la GECAMIN. Avec le temps et la déliquescence, malheureusement... Ils n'appartiennent pas à l'État congolais? De l'administration. La GECAMIN appartenait à l'État congolais. Non, mais il fallait le faire gérer par une société. Voilà. Le sous-sol appartient à l'État congolais, bien sûr, aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de sociétés qui ont des licences d'exploitation. Ouais. Alors, bien sûr, comme on vient de le dire, chaque patron de région a pratiquement sa licence d'exploitation avec ses petites compagnies qui sont d'ailleurs, donc qui parrainent pour exploiter les minerais. Donc aujourd'hui, il y a, on ne sait pas combien de sociétés d'exploitation minière. Est-ce que justement, c'est pas ça le problème? Il y a beaucoup de sociétés étrangères et très peu de sociétés locales. Le problème pour moi, c'est pas celui-là. Parce que s'il y avait une administration réellement solide et respectée, soit à Kinshasa, soit de décentraliser, puisque le pays, c'est 26 régions. Donc chaque région pourrait être une région
autonome sur le plan de la gestion des mines et de l'administration de la sécurité dans les zones minières. La région peut le faire, mais cela dépendra bien sûr de la solidité du pouvoir central de Kinshasa et d'autre part de la capacité à faire respecter l'ordre à l'intérieur des territoires. Et tant qu'on n'aura pas cette capacité, parce que ce n'est pas l'armée qui est défaillante, l'armée est trop faible par rapport à un pays qui est quand même 2 300 000 km², qui est immense. Donc l'étendue de ce territoire-là et les pouvoirs des leaders locaux, ou tout au moins aujourd'hui qui sont devenus des parrains aussi de ces sociétés minières, est telle qu'aujourd'hui nous sommes dans un désordre. Pour asseoir enfin une autorité réellement solide et qui apaise l'exploitation minière et qui surtout de ces exploitations minières arrive à soutirer des revenus pour les habitants, on en est loin. Alors les autres pays qui arrivent, on a parlé toujours du Rwanda et de l'Ouganda comme étant certains pays qui viennent pour puiser un petit peu des ressources du Congo. Non, c'est le désordre qui est dans ce pays-là, avec des sociétés d'exploitation tout à fait non contrôlées, qui, elles, puisqu'ils ne peuvent pas commercer avec Kinshasa, et le commerce avec les pays voisins. Alors, j'ai une question pour vous, Emmanuel Dupuis. Est-ce que l'exploitation de minerais aujourd'hui en République démocratique du Congo est un problème national ou international? Alors, c'est avant tout un problème régional. D'ailleurs, la conférence internationale des Grands Lacs a précisé qu'il fallait qu'il y ait un contrôle, puisque la plupart du temps, les comptoirs de négoce se situent en dehors de la République démocratique du Congo. Et c'est précisément là où est le problème. C'est-à-dire qu'on extrait et ensuite on vend dans les pays du voisinage. Évidemment, avec, comme je le disais précédemment, une très lente mobilisation de la communauté internationale. C'est tenu à l'UNESCO, il y a de cela 3 ans, une conférence dont le but était, c'était pas l'UNESCO, c'était l'OCDE, dont le but était de travailler sur une charte de régulation, de certification de ce qu'on appelle maintenant les minerais de guerre, mais elle ne rentrera en application qu'en 2021. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une difficulté. Le Parlement européen s'est saisi de cette question en 2017 et il n'y a jamais eu ensuite une actualisation. Donc il y a une forme d'opacité, une forme de voile pudique que l'on met sur cette région pour une dernière raison qu'on n'a pas forcément évoquée. C'est aussi une façon pour les groupes armés de s'armer, non pas contre la République démocratique du Congo, mais de bénéficier de l'hospitalité, avec beaucoup de guillemets, le Front démocratique de libération du Rwanda, l'Allied Democratic Force, par exemple, contre l'Ouganda. Chaque groupe a ciblé son pays du voisinage et, d'une certaine façon, joue de la non-certification, de l'absence de centralité qui autrefois était l'apanage de la GECAMIN, et bien évidemment notre propre responsabilité, où nous avons la plus grosse opération des Nations Unies, 18 000 hommes, depuis 20 ans, ça coûte une fortune, et ça ne sert à pas grand-chose. Barandjaï, est-ce que c'est un problème régional, national, international selon vous? Le problème il est déjà national. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de gestion autonome au niveau de certaines régions des mines. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a un pouvoir central, il y a un code minier, tout le monde l'applique. En point, c'est tout. Ça devrait fonctionner comme ça. Ça fonctionne dans tous les pays qui veulent se développer aujourd'hui. Moi, je pense que le problème, c'est un problème de dialogue national auquel il faut penser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ethnies en RDC. Ces ethnies vivent dans tous les pays frontaliers. Donc, on demande même de rapatrier certains exilés rwandais et autres. Ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne fait pas la réconciliation nationale, on ne pourra pas unifier le pays. Il faut l'unifier, le pacifier, après faire un équilibre au niveau des dirigeants, c'est-à-dire la nomination des dirigeants, parce que c'est comme ça qu'on trouve le consensus. Ça se passe en Éthiopie, ça se passe dans d'autres pays et ça marche. Une fois que cet équilibre-là est trouvé, maintenant, il faut sécuriser le pays. Il faut rendre l'armée congolaise très forte, puissante, pour qu'elle puisse gérer ses frontières, pour éviter l'exploitation, on va dire, malencontreuse de ses richesses, d'une part, et d'autre part, investir dans l'industrialisation pour l'exploitation des minerais. Parce que si la RDC parvient, et croyez-moi, à exploiter ses richesses en local, il sera assis aujourd'hui ou demain à la table du G7 ou du G5. Vous ne partagez pas cet avis? Non, le problème est régional en fait, n'est pas vraiment local. Il est régional. Je suis d'accord avec Emmanuel qu'il y a des pays voisins qui sont aussi intéressés par la richesse du Congo. Mais il ne peut pas y avoir de paix au Congo sans qu'il y ait la paix dans les pays voisins. Les incursions qui normalement sont enregistrées régulièrement au Rwanda ou en Ouganda et même au Burundi aujourd'hui
qui ont comme siège d'opération au Congo, de la partie est du Congo, déstabilisent autant les pays voisins que la région elle-même, le Sud Kivu et le Nord Kivu, pour ne citer que ces deux régions-là, puisque ce sont les régions minières les plus importantes. Donc, si la question n'est pas résolue au niveau régional, il ne pourra pas y avoir de solution nationale. L'armée congolaise peut avoir 1 million de personnes, mais le territoire est immense, et encore, c'est un territoire de forêt. Donc, il faut responsabiliser les régions. Je ne pense pas à la centralité d'un pouvoir de Kinshasa qui puisse se répandre comme de façon systématique et autoritaire sur l'ensemble du territoire. Et là, avec les provinces, c'est pas responsabiliser les régions? Il faut responsabiliser les provinces, naturellement. Il faut peut-être avoir une gestion totalement décentralisée, non pas de la loi en tant que telle, mais de la gestion de la loi en tant que telle, de façon à ce qu'au moins dans les régions, on puisse s'assurer qu'il y a la sécurité, qu'il y a des projets de développement initiés dans les régions et financés par l'État central, mais sans oublier, sans ignorer les États voisins, parce que s'il y a des milices armées à l'intérieur de l'Est du Congo, ces milices armées viennent en grande partie des pays voisins, ou alors se battent pour obtenir du pouvoir dans les pays voisins. Donc les minerais de la RDC sont une alimentation, c'est un moteur qui tourne pour ces milices armées-là, qui naturellement déstabilisent Kinshasa, mais aussi ont tendance à déstabiliser les pays voisins, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Non, juste en complément, il y a évidemment un certain nombre d'organisations qualifiées comme terroristes. Le mouvement M23 a été qualifié comme organisation terroriste par l'ONU, mais il faut quand même avoir l'honnêteté de dire un certain nombre de milices qui ont des formes de compromission avec un certain nombre d'autorités locales. Souvenons-nous de l'assassinat. Il n'y a pas que ça, il y a des puissances occidentales aussi qui sont. Il y a des mercenaires. Il y a des lobbies lobbies qui sont en train d'expliquer. Il ne faut pas pointer du doigt que c'est du frontalier. Je dis qu'il y a les trois. Ouais, je dis qu'il y a les trois. Là, je suis d'accord avec vous. Et que l'assassinat des 2 enquêteurs de l'ONU en 2017 prouve qu'il y a effectivement un vrai travail à faire de réappropriation aussi des autorités locales. Il a été prouvé, ou en tout cas l'ONU le pense, qu'il y avait collusion non seulement entre les forces armées, mais que ça remontait directement jusqu'à Kinshasa. Donc évidemment, pour répondre à votre question, c'est un petit peu le syndrome néerlandais. Vous savez, quand un pays est assis sur une manne exclusive, ce sera le mot de parfois, elle perd le cœur. Je sais que le sujet est vaste, il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, on arrive au terme de cette deuxième partie. On va faire une courte pause et on se retrouve juste après.